Bonsoir et bienvenue dans Géopolitique Actu, la chronique qui vous fera toutes les semaines le récapitulatif de l'actualité géopolitique du monde ici sur votre chaîne Code Kama TV. Au menu de cette semaine, nous avons la reprise de Kidal par les forces armées maliennes, une victoire historique qui marque une nouvelle étape pour le Mali. Ce sujet sera ainsi traité en grand format dans la première partie, avant que Lem Salamine ne vienne vous faire le récapitulatif de l'actualité géopolitique dans la deuxième partie. Ce 15 novembre 2023, le gouvernement malien a annoncé que les Famas ont repris la ville de Kidal, dans les mains des groupes armés terroristes 10 ans après. Une grande victoire de par son symbole, mais surtout de par la détermination des nouvelles autorités maliennes. Malgré le départ de la France et de l'ONU, le Mali semble être de plus en plus maître de son destin et compte retrouver l'intégralité de sa souveraineté territoriale. Mais comment en sommes-nous arrivés à une telle situation? Comment le Mali, ce pays aussi vaste, a pu perdre une grande partie de son territoire au profit des groupes armés terroristes? Et qu'est-ce qui a changé entre-temps pour que les forces armées maliennes puissent être aussi fortes au point de reprendre le dessus sur ces groupes terroristes? C'est sur l'analyse de ces problématiques que le grand format d'aujourd'hui va porter. Et nous aurons comme spécialiste Ibrahim Bouani, qui est originaire du nord du Mali, plus précisément à Tombouctou, et aussi un acteur majeur de la lutte pour la souveraineté retrouvée du Mali. Ibrahim affirme ainsi que la reprise de la ville de Kidal émane d'un long processus. Je pense que c'est un processus long et complexe qui a abouti finalement à la libération, pour ne pas dire le retour de la souveraineté nationale sur la région de Kidal et singulièrement sur la ville de Kidal. Ce qui est important à comprendre, c'est que l'État du Mali a voulu passer par des moyens pacifiques pour pouvoir ramener l'autorité de l'État sur la ville de Kidal et sur la région de Kidal. Mais malheureusement, en face, il y avait d'autres agendas, d'autres calculs. Et finalement, l'État n'a eu d'autres raisons et disait du dernier recours pour tout État. Aucun État n'a envie de prendre les armes contre ses propres concitoyens. Mais l'État n'avait pas le choix. Il fallait reprendre les différentes emprises parce qu'en réalité, le gouverneur, il y avait un gouverneur du Mali à Kidal, il y avait quelques militaires maliens à Kidal, même ils étaient cantonnés. Mais ce qui était le problème, c'est que l'armée voulait reprendre tous les camps qu'ils possédaient avant 2012. Et ces camps-là étaient détenus par la milice, dont le départ a été demandé par le peuple souverain du Mali d'Afrique et que les autorités ont suivi en demandant aux Nations Unies de mettre fin à la mission dans un délai de 6 mois. Durant ce processus, beaucoup ont décrié la présence des forces françaises ainsi que la MINUSMA. Et pour Ibrahim, ces contestations étaient justifiées car... En réalité, c'est un échec. Au départ, je vous fais un peu de genèse. En 2012, il y a eu une opération que en 2012, les régions du nord du Mali sont tombées. On peut même dire banalement. Gao, Kidal, Tombouctou ont été contrôlés par une alliance des groupes terroristes, narcotrafiquants et des groupes qui demandent l'autodétermination. Mais quelques temps après, qu'est-ce qui s'est passé? Les groupes terroristes, les groupes de narcotrafiquants ont chassé les indépendantistes et ont contrôlé le territoire pendant 10 mois. Donc, lorsqu'il y a eu l'opération Serval avec les forces françaises, les forces tchadiennes et les forces maliennes, ces 3 forces ont récupéré les différentes régions. Mais arrivé à Kidal, l'armée malienne a été arrêtée à la porte de Kidal. L'armée malienne freinée à la porte de Kidal par la France sous prétexte que c'était pour éviter un massacre, alors qu'en réalité c'était pour préserver un pacte qui date depuis l'ère pré-indépendance. L'idée était en réalité de matérialiser un vieux pacte entre la France et une partie de la communauté Touareg. Je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup de livres qui ont été écrits pour dire que l'Adra des Iforas devrait revenir
de plein droit à la communauté Iforas, qui ont, selon plusieurs récits historiques, un accord colonial avec la France qui leur donne tout un territoire. Donc les autres fractions séparatistes sont allées se greffer à ce groupe-là pour demander en réalité l'autonomie de toutes les régions du Nord, pas simplement de l'Adrar, mais cette fois-ci de toutes les régions du Nord. Et il y avait déjà un projet, un vieux projet, qu'on appelle le projet de l'OCRS, donc qui était la création d'un État dans le Sahara, donc à la frontière de l'Algérie, la frontière du Niger, du Burkina, du Mali et de la Mauritanie. Donc, du Burkina, Niger, Mali, Mauritanie. Voilà, il fallait créer un État qui sera un État comme le Sahraoui n'existe pas. Il fallait créer un autre État qui allait aller contrôler toute cette zone-là, qui est un grand espace de 2 millions de kilomètres carrés, qui regorge de beaucoup de richesses, parce que même le bassin pétrolier seulement de Taoudeni, qui est une région proche de Tombouctou, est immensement riche. Donc, il fallait vraiment mettre la main sur cette zone-là. Donc, les seuls moyens pour la France de pouvoir arriver à cela, c'est de créer un État et de créer cet État-là avec un groupe ethnique ou un sous-groupe ethnique qui est favorable vraiment à ses ambitions. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup de gens pensent que la France a demandé à certains groupes de trahir Muammar Kadhafi, chez qui beaucoup de nos frères Touaregs étaient par exemple des membres des forces de sécurité et de défense, pour qu'ils puissent en contrepartie leur offrir un État qui est l'État dans la zone de l'OCRS. Donc l'objectif de la France n'était pas d'aider le Mali à retrouver sa souveraineté territoriale, mais plutôt d'organiser la partition du pays. Bien sûr, parce que l'accord d'Alger, en son état actuel, ne pouvait nullement être appliqué. Tu sais, depuis 2015 que l'accord a été signé, ça n'a pas bougé parce que ce n'est pas applicable. Parce que tôt ou tard, cela allait aboutir à la création d'un État dans l'État du Mali. Donc, parce qu'on a essayé d'abord de forcer la création d'un État, on n'a pas pu, parce que les terroristes sont venus récupérer après. Et là, on a essayé maintenant de pousser l'État du Mali à créer une fédération. C'est-à-dire que la République du Mali ne soit pas un État unitaire, mais plutôt un État fédéral. Mais malheureusement, avec la 4e République, avec la nouvelle Constitution, c'est très clair. Toutes les dispositions qui sont favorables au Mali, qui sont favorables à l'avenir d'un État qui s'appelle le Mali, ont été prises en compte. Donc, les dispositions de l'accord ici du processus d'Alger ont été prises en compte dans la 4e République. Donc, il n'y a plus encore lieu de parler encore d'accord. Donc, les groupes ont compris que, en réalité, l'État du Mali, l'État central, le gouvernement central, ne va plus encore appliquer cet accord-là qu'ils ont obtenu en 2015 après le processus d'Alger. Donc, il fallait peut-être créer une autre situation pour pouvoir ramener encore l'État sur la table de négociation. Mais malheureusement, c'est sans compter sur la détermination des autorités actuelles qui n'entendent pas les choses de la même façon que les anciens. En fait, aujourd'hui, on a des hommes, des militaires qui sont au pouvoir et qui ont une autre façon de voir les choses, pour lesquelles il faut conformer. L'ensemble du peuple est d'accord, on rend public. La majeure partie pour ne pas la majorité des réclamations qui étaient dans l'accord sont déjà prises en compte. Maintenant, on passe au désarmement et à la démobilisation et la réinsertion. Maintenant, celui qui ne veut pas l'entendre, même le découpage territorial du Mali a été fait. C'est-à-dire que le Mali est passé d'une dizaine de régions à une vingtaine de régions. Donc, pour les autorités actuelles, les aspirations du peuple sont prises en compte parce qu'il y a eu ce qu'on a appelé les assises nationales de la refondation, où les Maliens ont décidé des 500 et quelques mesures qu'il fallait prendre pour pouvoir rentrer dans un État qui ne va plus tomber. Donc, pour les autorités actuelles, il n'y a plus lieu de négocier ou bien de rentrer dans dans autre chose. Donc, il fallait juste faire partie de l'aménagement parce que sur le plan sécuritaire, l'État estime que ça va, parce que les problèmes auxquels nous sommes convenus, plus un problème intermalien.
parce que la présence d'AMINUSMA, c'était une force d'interposition entre l'État et les groupes rebelles. Donc pour l'État du Mali, ce n'est plus le cas. Si c'est pour protéger les populations ou autre chose, que l'État est capable aujourd'hui de protéger ces populations et même que le niveau sécuritaire aujourd'hui est acceptable. Donc ce n'est plus la peine qu'elle reste. En plus de cela, la France n'avait plus à rester encore parce que c'est d'abord Barkhane dont le départ a été demandé d'abord parce que les autorités estiment qu'elles peuvent faire le travail. Donc elles ont demandé le départ. Ensuite, l'AMINUSMA, qui même était sécurisé par l'État du Mali, parce que même les emprises de l'AMINUSMA, c'était les FAMA qui les sécurisaient. Donc, c'était aussi demandé à ce qu'ils quittent également le territoire. Par ailleurs, la question que tout le monde se pose après ces opérations efficaces qui ont permis à l'armée malienne de récupérer Kidal est quel est le niveau d'implication des forces russes avec qui un partenariat est lié. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Tout le monde sait que ces instructeurs russes, ces partenaires russes-là sont plus efficaces que ceux qui étaient là pendant 10 ans. Maintenant, qu'ils soient Wagner ou je ne sais pas quoi d'autre, le débat n'est plus à ce niveau. Le débat, c'est la compétition entre 10 ans de présence de la France, Barkhane, avec plus de 5000 hommes, 1 milliard de francs CFA comme budget journalier, le G5 Sahel, plus l'opération Takuba. Il y avait plus de 15 000, c'est-à-dire il y avait plus d'hommes. Il y avait plus d'hommes armés étrangers que l'armée malienne sur le territoire malien et qu'on n'arrivait pas à mettre fin à des petites situations sécuritaires. Donc aujourd'hui, je pense que le débat n'est pas à ce niveau-là. Le débat, c'est le résultat. Et le résultat aujourd'hui, les Maliens sont satisfaits. Aujourd'hui, quand vous croisez un Malien, il ne va pas se demander qui est en train de faire le boulot sur le terrain avec les femmes ou pas. C'est qu'il voit que la situation sécuritaire est en train d'être maîtrisée et que les véritables bastions des terroristes aujourd'hui sont sous le contrôle des forces armées du Mali. Et les gens voient que l'armée malienne est en train de s'armer, que l'outil ou l'appareil sécuritaire aujourd'hui de l'armée malienne est extrêmement élevé, que l'armée malienne dispose de moyens logistiques qu'on ne peut même pas imaginer, d'accord, en seulement 2 ans de gouvernance du colonel Assimi Goïta. Outre que la Russie, il y a l'alliance des États du Sahel. Et selon Ibrahim, l'implication des 2 autres États est considérable, car Kidal était une base arrière des forces terroristes qui pouvaient agir dans les 3 pays à partir de ce territoire. Les gens font une erreur. En fait, c'est la charte révisée de l'Iptako Gourma et non pas la charte de l'Iptako Gourma. Bon, c'est un peu technique, sinon il y avait déjà une charte de l'Iptako Gourma entre les 3 États, mais c'était sur autre chose. Seulement, c'est une charte révisée, c'est comme si on ajoutait des annexes à la charte d'origine. Bon, je sais que les gens ne disent pas ça à chaque fois, mais c'est ça la réalité. Maintenant, oui, parce qu'il ne peut pas ne pas avoir, par exemple, le soutien en termes de renseignement, d'accord, en termes de renseignement, parce que mais les terroristes, ils sont les mêmes, ce sont les mêmes qui attaquent partout, d'accord, même s'ils changent de boubou, ils changent de, je sais pas, de drapeau ou autre chose, mais c'est des groupes, je te dis que ce sont des réseaux qui se connaissent, qui travaillent ensemble, qui collaborent ensemble, d'accord. Donc aujourd'hui, tout le monde avait intérêt à ce que l'État du Mali contrôle Kidal parce que Kidal est une base arrière. Je pense que le président, si je ne m'abuse, c'était un président nigérien qui l'avait dit, que Kidal reste véritablement un problème. Voilà, donc une base arrière, personne ne veut d'une base arrière. À partir de Kidal, tu peux attaquer le Niger comme tu peux attaquer le Burkina. Tu peux préparer des opérations à partir de Kidal sur le Burkina, sur le Niger, même sur le Sénégal. Donc, même si la Côte d'Ivoire, donc personne n'avait en réalité intérêt à ce qu'il y ait un no man's land contrôlé vraiment par un groupe qui n'est soumis à aucune autorité publique. Alors que le Mali commence à maîtriser son territoire grâce à la détermination des autorités de la transition dirigées par le colonel Assimi Goïta, des perspectives commencent à être dégagées par rapport à l'organisation des élections. Et la question que tout le monde se pose est: Assimi Goïta va-t-il se présenter? C'est vraiment pas quelqu'un qui a soifé par le pouvoir. Mais je sais que les Maliens
Les Maliens ne vont pas lui donner le choix en réalité. Généralement, quand les gens organisent des transitions, on leur demande qu'à la fin de la transition, qu'ils remettent le tablier, qu'ils partent. Mais aujourd'hui, quand vous marchez dans les rues de Bamako, quand vous marchez à l'intérieur du Mali, personne ne veut entendre parler du départ de Assimi Goïta. Donc les Maliens aujourd'hui sont véritablement pour son maintien au pouvoir. Quand même, nous ne lui donnons même pas le choix. Nous l'avons déjà appelé à se présenter à maintes reprises à travers nos différentes communications et on va continuer à faire large pour qu'il puisse vraiment accepter la candidature. Parce que jusqu'à présent, il n'a pas accepté officiellement de laisser sa tenue militaire et de se présenter. Assimi Goïta, c'est un chef d'unité spéciale, c'est un homme de terrain, c'est un homme qui est habitué à aller au combat. C'est un guerrier fait. Il a passé la moitié de sa vie sur le théâtre des opérations. Et il a passé presque toute sa vie étant militaire, d'enfant de troupe jusqu'à chef des forces spéciales maliennes. Donc c'est quelqu'un qui ne connaît véritablement que les opérations, qui ne connaît que le combat, qui ne connaît que le terrain. Donc c'est quelqu'un à qui il est très difficile de laisser sa tenue militaire et de venir gouverner, se mêler des questions politiques, rentrer dans les débats politiques. Donc c'est très difficile pour lui. D'ailleurs, pour Ibrahim Bouani, c'est le contexte malien même qui exige le colonel à rester au pouvoir. Mais aujourd'hui, le contexte du Mali exige qu'il reste à la tête de ces pays. Que ce soit par la forme des urnes, que ce soit une prolongation de la transition, il est nécessaire qu'il reste aujourd'hui à la tête de cet État parce que c'est sous lui que nous avons des ministres en exercice, se faire interpeller par le pôle économique et financier et qui remboursent la totalité des sommes qui leur sont reprochées. Donc c'est l'homme qu'il faut vraiment pour redresser ces pays-là et les mettre sur le bon chemin. Et en 2 ans, ce qu'il a réussi sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan des réformes politiques et institutionnelles, c'est très énorme. Ne serait-ce que le code minier qu'il a changé, ne serait-ce que les différentes usines de l'État qu'il a relancées, ne serait-ce que les biens de l'État qui ont été hypothéqués, comme l'aéroport international du Mali qu'il a pu récupérer. Dans si peu de temps, il a vraiment lancé des grands chantiers et nous sommes vraiment dans une grande posture et il n'est pas bien que, après tous ces efforts-là, qu'on amène quelqu'un que nous ne connaissons pas, qui ne peut pas tenir tête à la communauté internationale, qui ne pourra pas tenir tête à la France. On a peur qu'une marionnette, en réalité, de la France vienne mettre du désordre dans tout ce travail abattu, tous ces sacrifices consentis par les Africains, par le peuple du Mali. Vraiment, ce serait du grand gâchis pour le Mali. Du grand gâchis de voir tout ce travail mené par les autorités maliennes tomber à l'eau juste pour le respect d'une démocratie imaginaire, qui ne doit pas être une priorité d'ailleurs ni pour le Mali ni pour les autres États du Sahel, qui font face à des défis sécuritaires énormes. Outre, il faut savoir que quand un régime répond aux aspirations de son peuple, quand un régime donne satisfaction par rapport aux besoins de son peuple, il n'y a aucune raison pour que ce régime-là bouge. Nous avons vu les conséquences de la chute de Kadhafi sur la Libye et surtout sur les États du Sahel. Donc il faut apprendre du passé pour ne pas commettre les mêmes erreurs et tomber dans le piège de ceux qui veulent maintenir l'Afrique dans la dépendance et la pauvreté. C'est ainsi que prenne fin la première partie de Géopolitique Actu. Je passe la main à Lem Salamine pour qu'il vienne vous faire le récapitulatif de l'actualité. Récap des actualités géopolitiques de cette semaine. Joe Biden et Xi Jinping, les nouveaux amis. Les présidents Joe Biden et Xi Jinping se sont rencontrés à San Francisco ce mercredi 15 novembre, en marge du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique, APEC. L'APEC est une structure où les dirigeants et les représentants des économies membres peuvent se réunir pour discuter de questions économiques, commerciales et politiques d'intérêt commun. Cette rencontre se déroule dans un contexte très tendu entre les États-Unis et la Chine, notamment sur la question du Taïwan, mais aussi la guerre en Ukraine. L'objectif de cette rencontre était d'apaiser les tensions et discuter sur les questions comme les conflits armés, l'intelligence artificielle, etc. Selon Xi Jinping, les relations bilatérales entre les États-Unis et la Chine sont les plus importantes au monde et poursuit que les deux pays ne doivent pas se tourner le dos. Les deux dirigeants vont reprendre les communications militaires de haut niveau.
Cependant, quelle sera la suite des relations sino-américaines dans la géopolitique du XXIe siècle? Sommet de Minsk de l'OTSC. Le Premier ministre arménien annonce le 14 novembre qu'il ne participera pas au prochain sommet de l'Organisation du traité de sécurité collective, le 23 novembre. La Russie regrette l'absence de Pachinian au prochain sommet de Minsk. Cette déclaration du Premier ministre n'est pas une surprise, car l'Arménie a déjà fustigé l'attitude de Moscou dans le conflit du Haut-Karabakh. L'Arménie s'éloigne de la Russie et se rapproche de l'Occident. La France avait annoncé le 23 octobre dernier qu'elle a conclu des contrats d'armement avec l'Arménie. Ce contrat inclut l'envoi de militaires français à Erevan pour la formation des troupes capables de se défendre. L'Arménie conclut cet accord dans un contexte très tendu avec l'Azerbaïdjan sur le dossier du Haut-Karabakh. Ces multiples rébellions de l'Arménie montrent le début d'une fissuration entre Erevan et Moscou. L'Union européenne dans le processus d'indépendance. Les 27 pays de l'UE ont adopté ce lundi un projet pour sécuriser ses approvisionnements en matières premières. Ce plan est nécessaire pour les pays de l'UE car cela permet à l'Europe de réduire sa dépendance envers la Chine, facilitant ainsi leur extraction en Europe et diversifier ses partenariats internationaux. Une liste de plus de 10 matières premières est établie. Nous pouvons citer l'aluminium, le cobalt, etc. Jean-Vincent Brisset, chercheur associé à l'Institut de relations internationales et stratégiques, fait un décryptage du projet de l'UE. Alors pour le moment, Bruxelles a l'air d'avoir fixé des objectifs avec un pourcentage des approvisionnements qui viendraient d'Europe, un pourcentage qui serait du recyclage, un pourcentage qui viendrait d'ailleurs. Pour le moment, on est très largement dans les vœux pieux parce qu'il faudrait ensuite redistribuer entre les pays européens. Il faudrait que les pays européens soient d'accord et il faudrait aussi que les Européens se rendent compte que ne pas acheter à la Chine, ça peut coûter beaucoup plus cher que d'acheter à la Chine. Alors il est évident que ça pèsera sur les contribuables européens, ça pèsera sur l'ensemble des Européens qui payent des impôts ou pas. Le problème et l'intérêt de la chose, c'est quand même que les problèmes de dépendance vis-à-vis de la Chine sont pas insusceptibles de sanctions. Autant il est normal pour l'Europe de sanctionner la Russie, autant elle n'a pas de raison de sanctionner la Chine aussi durement que la Russie. Donc il y aura toujours des gens pour dire qu'il vaut mieux continuer d'acheter en Chine un certain nombre de choses plutôt que d'essayer de les faire chez soi alors que ça coûterait beaucoup plus cher. La Finlande, Nouvelle-Ukraine. La Finlande a annoncé ce mardi qu'elle envisage de fermer ses frontières avec la Russie. Elle accuse Moscou de laisser passer beaucoup de migrants illégaux et dénonce une tentative de déstabilisation. La Finlande partage une frontière de 1340 km avec la Russie. Moscou perçoit la Finlande comme un ennemi à abattre. Elle a rejoint l'OTAN le 3 avril dernier. Après l'annonce, la Russie décide de renforcer ses capacités militaires près de la Finlande. La volonté de l'Ukraine de rejoindre l'OTAN a été l'une des raisons évoquées par le Kremlin pour justifier son attaque contre Kiev. Cependant, jusqu'où peut aller la tension entre la Russie et la Finlande? C'est ainsi que s'achève cet épisode de Géopolitique Actu. Donc nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, histoire de vous faire une autre analyse par rapport à l'actualité géopolitique mondiale.